Solitaire qui rencontre un jeune garçon charmant et décide de changer sa vie pour toujours. Mais ce qui se passe ensuite va vous choquer. Jonas n'avait que 21 ans. C'était un grand garçon mince et beau, doté d'un charme qui pouvait faire sourire n'importe quelle fille sans qu'il ait à dire grand-chose. Sur le campus, il n'était ni le plus riche ni le plus intelligent, mais il avait le don de la parole et un goût prononcé pour la douceur de vivre. Il recherchait le confort. Il voulait des choses dont les garçons de son âge ne pouvaient que rêver. De beaux vêtements, un téléphone dernier cri, de l'argent en poche et le respect que l'on ressentait lorsqu'on vous appelait président. Puis vint Mira. Elle avait 44 ans, une femme qui avait vu l'argent, touché de l'argent et vécu avec l'argent. Elle avait ses propres entreprises, des voitures et une grande maison à East Lagan. Elle était belle, élégante, toujours bien habillée, et se tenait comme une reine qui savait qu'elle était maîtresse de la pièce. Elle était plus âgée, certes, mais elle possédait quelque chose que la plupart des jeunes femmes n'avaient pas. Le pouvoir, l'influence et la confiance qui accompagnent le succès. Quand Jonas la rencontra, ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était une opportunité. Pour elle, Jonas était jeune, frais et plein d'énergie, exactement ce dont ses nuits solitaires avaient besoin. Pour lui, Mira était une perle rare, et très vite, elle lui donna tout. Pas seulement de l'argent de poche, non. Elle a payé ses frais de scolarité d'avance. Elle lui a offert une voiture. Elle lui a trouvé un appartement entièrement meublé hors campus, un endroit bien meilleur que les chambres hostiles dans lesquelles ses camarades s'entassaient. Elle lui a acheté des vêtements, des baskets, des parfums, des montres. Elle lui a offert un style de vie qu'il n'aurait jamais cru possible à 21 ans. Ce n'était pas seulement de l'amour qu'elle offrait, c'était un investissement. Elle lui dit franchement, « Jonas, je te donne tout ça parce que tu es à moi. Après l'école, tu m'épouseras. Tu ne courras pas après les autres filles. C'est moi qui finance ta vie. » Et Jonas sourit, hocha la tête et dit oui. Bien sûr, il accepta. Pourquoi ne le ferait-il pas? Elle déposait pratiquement de l'or à ses pieds. Il lui avait promis l'avenir qu'elle désirait, en lui disant qu'il l'épouserait après l'école. Mais au fond, il n'en avait jamais eu l'intention. Pour Jonas, Mira n'était qu'une banque, un sponsor, quelqu'un qui pouvait l'aider à s'épanouir. Il se croyait plus intelligent. Il pensait pouvoir jouer le jeu, obtenir tout ce qu'il voulait, puis s'en aller quand bon lui semblait. Et l'affaire fut conclue. Très vite, le garçon qui autrefois mendiait de l'argent à ses amis était devenu celui qui débouchait des bouteilles lors des fêtes du campus. Ses camarades le regardaient avec envie tandis qu'il conduisait sa voiture jusqu'à l'école. Les filles l'entouraient, l'appelant « président ». Il vivait comme un roi. Et tout cela à cause de Mira. Mais voilà le problème. Alors que Jonas pensait être celui qui contrôlait la situation, Mira croyait que c'était elle qui tirait les ficelles. Dans son esprit, l'argent était synonyme de pouvoir. Et comme c'était elle qui finançait toute sa vie, elle croyait qu'il lui appartenait. Elle lui répétait sans cesse « Ne me fais pas honte, n'envisage jamais de sortir avec quelqu'un d'autre. Je suis la raison pour laquelle tu vis cette vie. » Et à chaque fois, Jonas souriait, lui baisait la main et lui disait « Jamais ma puce, tu es la seule. » Mais c'était le début du jeu. Un monde fondé sur le mensonge, le contrôle, la cupidité et l'obsession. Au début, Jonas jouait bien son rôle. Chaque fois que Mira appelait, il répondait. Chaque fois qu'elle demandait à le voir, il venait. Il lui souriait, lui murmurait des mots doux et se comportait comme le petit ami le plus fidèle. Elle le croyait. Elle croyait le maîtriser. Mais au fond, Jonas était agité. Il n'avait que 21 ans, il était plein d'énergie, de charme et de beauté. Les filles du campus remarquaient son style de vie tape à l'œil. Elles voyaient sa voiture, ses baskets, ses chemises de créateur, sa façon de dépenser de l'argent en soirée. Soudain, Jonas n'était plus un garçon comme les autres. Il était le rêve. Et il adorait l'attention. Il se demandait « Comment pourrais-je profiter de tout cet argent sans profiter aussi des filles ?» Il connaissait l'avertissement de Mira. « Je ne vois personne d'autre. » Mais il ne le faisait pas. Dans son esprit, il était trop intelligent. Il pensait que, même si elle le découvrait, il pourrait toujours la flatter, la supplier, et elle lui pardonnerait. Après tout, n'avait-elle pas déjà trop investi en lui pour le laisser partir? Jonas commença alors à mener une double vie. Le jour, il était le garçon obéissant de la maman sucre. Toujours à dire oui. Toujours souriant. Toujours à faire semblant d'être fidèle. La nuit, il était le roi des dames du campus. Il s'introduisait dans des auberges, emmenait des filles, les gâtait avec de l'argent qui n'était même pas le sien. Il le cachait bien. Il était prudent. Il n'a jamais posté les filles. Il n'a jamais laissé Mira voir quoi que ce soit de suspect sur son téléphone quand il était avec elle. Devant ses amis, il riait et se vantait. Moi, je profite des deux côtés. Je reçois de l'argent et des relations sexuelles de ma sugar mommy. Et j'ai aussi des filles du campus. Ça a duré des mois. Il pensait maîtriser le jeu. Mais le problème avec les secrets, c'est qu'ils ne restent jamais cachés éternellement. Une fille qu'il fréquentait, une beauté à la peau claire de niveau 200, n'a pas pu résister à l'envie de le montrer. Pour elle, Jonas n'était pas un type comme les autres. C'était le président qui conduisait une voiture. L'homme que tout le monde enviait. Elle voulait que le monde sache qu'il était à elle. Un soir, elle a posté une photo d'eux ensemble sur Instagram. Jonas n'a pas remarqué au premier abord, mais Mira, si.
En consultant son téléphone tard le soir, elle est tombée sur la publication. Ses yeux se plissèrent. Il était là, le garçon qu'elle avait nourri, habillé, parrainé, et avec qui elle avait planifié un avenir, souriant avec une autre fille. Sa poitrine se serra. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle fixait simplement l'écran, le visage calme, mais l'esprit en ébullition. Et dans ce moment de silence, quelque chose changea en elle. Elle ne le confronta pas immédiatement. Elle ne lui envoya pas de message de colère. Non. Au lieu de cela, elle sourit et murmura. « C'est comme ça que tu veux te jouer de moi ? D'accord. » À partir de cette nuit-là, Mira commença à planifier. Le cœur de Mira brûlait de colère, mais son visage ne le laissait rien paraître. Elle n'appelait pas Jonas pour se battre. Elle ne demandait même pas des nouvelles de la fille. Au lieu de cela, elle se comportait normalement. Elle continuait à lui envoyer de l'argent, à prendre de ses nouvelles, à sourire comme si de rien n'était. Jonas se détendit. Il pensait que tout allait bien. Il ignorait la tempête qui se préparait. Un vendredi soir, Mira l'appela. Sa voix était chaleureuse, douce, encore plus douce que d'habitude. « Bébé, viens demain. J'ai de l'argent pour toi. Tu as dit que tu avais besoin d'argent pour tes examens, n'est-ce pas ? Je te le donne. » Les yeux de Jonas s'illuminèrent. L'argent était toujours une bonne raison d'aller aux examens. Sans hésiter, il accepta. « Oui, ma puce, je viendrai. Tu sais que tu es la seule pour moi. » L'après-midi suivant, il se rendit à son manoir. Le domaine était calme, l'air lourd. Mira l'accueillit avec son charme habituel, souriant comme si de rien n'était. Elle lui servit sa boisson préférée, versée soigneusement dans un verre glacé. Jonas but sans hésiter. Quelques minutes plus tard, sa vision se brouilla. Sa tête s'alourdit. Son corps se sentit faible, comme si le sol l'entraînait vers le bas. Déconcerté, il essaya de parler, mais sa langue était lourde. Sa dernière vision avant de s'évanouir fut le visage calme de Mira, qui l'observait sans panique, sans peur, avec seulement un contrôle glacial. Quand Jonas rouvrit les yeux, tout était différent. Il était allongé sur un petit lit, dans une pièce faiblement éclairée qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ses mains étaient liées, ses jambes aussi. Les murs étaient nus, les fenêtres scellées. Ce n'était pas seulement une chambre, c'était une prison. La panique le submergea. Il tira sur les cordes, mais elles étaient trop serrées. Il cria, sa voix résonnant contre les murs. Pas de réponse. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Mira entra lentement, vêtue d'une robe de soie, le visage calme, mais le regard perçant. Elle se tenait sur le seuil, le regardant lutter. « Jonas, » dit-elle doucement, presque comme pour le réconforter. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu crois que je vais te laisser me manipuler ? Mon argent, mon corps, mon amour, et m'en aller comme ça ? Jamais. » Il se figea, le souffle court. « Mira, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Tais-toi. » Elle s'exclama, la voix soudain sèche, son élégance désormais d'acier. « Tu me prends pour une idiote ? Je me suis bâtie toute seule. J'ai gagné de l'argent en étant intelligente, en démasquant les menteurs et les tricheurs. Mais avec toi, j'ai choisi d'être amoureux. Ce fut ma seule erreur. » Elle s'approcha, ses talons claquant doucement sur le sol. « Si je ne peux pas t'avoir, Jonas, personne ne le fera. Tu es à moi maintenant, et tu resteras ici avec moi, où je pourrai te surveiller, où tu ne pourras plus me trahir. » Le cœur de Jonas battait fort. Il tira sur les cordes, supplia, pleura, mais Mira ne broncha pas. Elle se contenta de sourire, d'un sourire lent et terrifiant, en murmurant. « Avec le temps, tu comprendras. C'est ce qu'il y a de mieux pour notre amour. » Et sur ce, elle verrouilla la porte, le laissant prisonnier du noir. Les jours se transformèrent en nuits, et les nuits en jours. Jonas ne comptait plus le temps qu'il avait passé dans cette pièce. Les cordes s'enfonçaient dans ses poignets et ses chevilles, laissant des marques sur sa peau. L'air était lourd, le silence pesant. Chaque bruit extérieur, les pas, le grincement du portail, le klaxon d'une voiture, faisait bondir son cœur, espérant que quelqu'un vienne le sauver. Mais c'était toujours elle. Mira. Elle entrait, magnifiquement vêtue, sentant un parfum de luxe, portant un plateau de nourriture. Elle le déposait, lui détachait les mains juste assez pour qu'il puisse manger, puis le rattachait une fois qu'il avait fini. Parfois elle souriait, parfois elle grondait, mais elle était toujours dans « Tu vois, Jonas ?» disait-elle en ajustant ses cordes. « C'est bon pour nous. Là-bas, tu es tenté. Là-bas, tu mens et tu triches. Mais là, tu es à moi, rien qu'à moi. » supplia Jonas, la voix brisée, les yeux gonflés par les pleurs. « S'il te plaît, Mira, je suis désolée. J'ai fait une erreur. Je ne la referai plus jamais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je jure que je te serai fidèle. » Mais elle rit doucement en secouant la tête. « Crois-tu que je craquerai à nouveau pour tes douces paroles ? Je ne suis pas stupide, Jonas. Je t'ai tout donné. Argent, réconfort, amour. Tu crois que je vais te laisser tout gâcher ? Non. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. Le pire, ce n'était ni la nourriture, ni les cordes, ni même les interminables journées de silence. Le pire, c'était quand Mira le désirait. Parfois, elle entrait dans la pièce tard le soir, un petit vaporisateur à la main. Elle murmurait « Ne résiste pas, mon chéri », avant de lui asperger le visage. Le produit chimique le rendait étourdi, faible,
incapable de résister. Puis, pendant qu'il sombrait dans le sommeil, elle l'utilisait, prenant ce qu'elle voulait. À son réveil, son corps était lourd, vidé, violé. Il pleurait en silence, le visage enfoncé dans l'oreiller, souhaitant disparaître. 3 semaines passèrent. Sur le campus, son absence était devenue impossible à ignorer. Ses amis s'inquiétaient. Ils l'appelaient sans cesse. Aucune réponse. Ils se rendirent à son appartement, fermé à clé et vide. Bientôt, des rumeurs se répandirent. « Où est Jonas ? L'avez-vous vu ?» Finalement, ses amis proches sont allés prévenir la police. L'enquête a commencé. Sur le campus, la disparition de Jonas était désormais le sujet de conversation de tous les jours. Certains pensaient qu'il avait voyagé. D'autres murmuraient qu'il avait peut-être fréquenté de mauvaises personnes et qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Mais ses amis les plus proches savaient que quelque chose clochait. Ils ont signalé sa disparition et la police est intervenue. Les agents ont commencé à poser des questions. Avec qui avait-il été vu pour la dernière fois ? Où allait-il habituellement ? Qui payait ses factures ? Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un aperçu se dessine. Tout le monde savait que Jonas avait une momie en sucre. Au début, les gens ont ri quand la police a posé des questions à son sujet. Certains ont même plaisanté. Si vous cherchez Jonas, allez voir chez cette femme. Mais les rires s'estompèrent à mesure que les jours passaient, et Jonas était toujours introuvable. La police se rendit au manoir de Mira. Elle les accueillit avec grâce, son sourire serein ne quittant jamais son visage. Quand on lui a demandé si elle avait vu Jonas, elle a secoué la tête. Ça faisait des semaines. Je pensais qu'il était occupé avec ses études. Vous savez comment sont ces jeunes garçons, dit-elle d'une voix douce, presque convaincante. Les policiers regardèrent autour d'eux, mais ne trouvèrent rien d'inhabituel. Sa maison était impeccable, son ton assuré. Ils repartirent les mains vides. Mais l'enquête ne s'arrêta pas là. Les semaines se sont transformées en mois, et l'affaire de Jonas refusait de s'éteindre. Ses parents pleuraient à la radio, implorant des informations. Des affiches à son effigie se sont répandues dans toute la ville. Les étudiants ont manifesté, exigeant des réponses. La pression sur la police s'est intensifiée. Finalement, une avancée a eu lieu. Des images de vidéosurveillance d'un voisin ont fait surface, granuleuses mais suffisamment nettes. On y voyait Jonas entrer en voiture dans la propriété de Mira, le jour même où il avait été vu pour la dernière fois. Mais aucune image de sa sortie n'était visible. Cela a suffi à la police d'agir. Cette fois, ils ne sont pas venus avec des questions, mais avec un mandat. Mira s'efforçait de garder son calme, mais ses mains tremblaient tandis que les policiers parcouraient chaque recoin de sa maison. Ils ouvraient les armoires, écartaient les meubles, fouillaient son garage, sa cuisine et même son jardin. Les heures passaient. Toujours rien. Certains officiers commencèrent à douter. Peut-être était-il parti par une autre porte ? Peut-être était-elle vraiment innocente ? Mais un officier, méfiant, continuait à tapoter les murs. Dans l'une des arrière-salles, sa main heurta un passage qui sonnait creux. Le bruit s'arrêta. En frappant plus fort, ils comprirent qu'il s'agissait d'un mur caché. Quelques coups supplémentaires, et une petite porte fut forcée. Derrière elle se trouvait une pièce secrète. À l'intérieur, attaché à un lit, faible et tremblant, se trouvait Jonas. Le silence régna dans la salle. Les officiers restèrent figés un instant, choqués par ce spectacle. Les yeux de Jonas se remplirent de larmes tandis qu'il murmurait, sa voix à peine audible. À l'aide. Mira se tenait sur le seuil, son masque de calme se brisant enfin, le visage blême lorsque les policiers l'ont saisi. C'en était fini de son emprise. Le jour où Jonas fut secouru, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des vidéos prises avec les téléphones des policiers furent diffusées sur Internet. On le vit, maigre et affaibli, le visage pâle et les yeux creux. Le président du campus, autrefois flamboyant, n'était plus que l'ombre de lui-même. Et juste derrière lui, menottée, se trouvait Mira. Cette femme élégante et riche, autrefois respectée, était maintenant traînée dans sa propre propriété, sous les murmures des voisins, les flashs des appareils photos et les questions des journalistes. « Madame, pourquoi avez-vous fait ça ? Est-il vrai que vous l'avez gardée ici pendant des mois ?» Elle ne dit rien. La tête baissée, sa robe traînait par terre. Le soir, son nom était partout. Télévision, radio, blog, réseaux sociaux. Une femme d'affaires arrêtée pour avoir séquestré son petit ami sur le campus. Certains l'ont insulté, d'autres se sont moqués de Jonas. Les mèmes ont afflué en ligne. Le scandale était trop important pour être ignoré. Au tribunal, Mira a été accusée d'enlèvement, de séquestration et d'agression sexuelle. Ses avocats ont tenté de plaider leur cause, mais les preuves étaient trop convaincantes. Elle a été condamnée à des années de prison. Quant à Jonas, la liberté ne lui semblait plus être la liberté. Il n'est pas retourné sur le campus. Il ne supportait plus les regards, les murmures, les questions. Sa voiture, son appartement, ses vêtements tapent à l'œil. Tout cela lui rappelait comment il avait été acheté et piégé. Ses amis remarquèrent qu'il avait changé. Il ne riait plus comme avant. Il ne courait plus après les femmes. En fait, il les évitait complètement. La nuit, il se réveillait en sueur, entendant la voix de Mira dans sa tête. Il vérifiait ses portes 2, 3 fois, de peur d'être à nouveau enfermé. Il portait ce traumatisme partout où il allait. Le garçon qui vivait autrefois comme un roi vivait désormais dans la peur. Son corps était libre, mais son esprit était toujours prisonnier de cette pièce.
La leçon? L'amour fondé sur l'argent et le contrôle n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. L'avidité de Jonas l'aveuglait, l'obsession de Mira la détruisait. Et à la fin, tous deux perdirent tout. La vérité est simple. Quand on essaie de posséder les gens avec de l'argent et qu'on se vend pour le confort, on finit tous deux esclaves. L'un enchaîné par le désir, l'autre par la peur. Le véritable amour, c'est la liberté. Tout le reste n'est qu'une prison.